Bonjour Frédéric Potier. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel à la lutte contre racisme, antisémitisme et la haine contre les LGBT. Absolument. On va se concentrer sur les premiers sujets, racisme, antisémitisme. Beaucoup d'actes en ce moment interpellent. Une pétition est en train de monter sur ces sujets-là. Vous avez fait le constat récemment, je vous cite, qu'il y avait un nouvel antisémitisme. Nouveau comme quoi? Comme regain ou nouveau comme différent, inhabituel et par là même inquiétant? Les deux, regain parce que, pour reprendre les mots d'un philosophe célèbre, on n'a pas été vacciné par Auschwitz et donc l'antisémitisme est croissant depuis une dizaine d'années. Et puis nouveau aussi parce qu'il est alimenté par l'islamisme radical, par l'instrumentalisation aussi de ce qui se passe au Proche-Orient. Et ce nouvel antisémitisme qu'on retrouve assez fort dans les quartiers populaires, il est aussi alimenté par l'antisémitisme traditionnel, qui est plutôt issu de l'extrême droite et qu'on voit aussi très fort sur les réseaux sociaux. Et qui remonte celui-là aussi? Pardon ? Et qui remonte celui-là aussi? Et qui remonte aussi, on le voit très virulent sur Internet, on le voit avec des sites Internet où il y a énormément de trafic, avec des vidéos extrêmement dures, des vidéos xénophobes, nationalistes et clairement antisémites. Alors donc vous avez prononcé le mot quartier, et vous avez prononcé aussi le mot islamisme. Ce sujet-là, ce conflit mondial-là est un moteur important, j'imagine, de cette remontée de l'antisémitisme? Oui, bien sûr, on voit une vraie connexion, un vrai lien entre le nombre d'actes antisémites et puis ce qui se passe au Proche-Orient. Ça, des chercheurs l'ont clairement établi à travers les diverses intifadas. C'est un phénomène français? C'est pas simplement un phénomène français, c'est aussi des inquiétudes qui sont partagées en Grande-Bretagne, en Allemagne. Le nouvel antisémitisme, avec l'ancien aussi antisémitisme, on le voit fleurir en Europe de l'Est également. Donc c'est une vraie source d'interrogation et de préoccupation à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, les Allemands viennent de désigner un délégué fédéral à la lutte contre l'antisémitisme, assez inspiré de ce qu'on fait en France. Il y a un gros scandale en ce moment en Allemagne à l'occasion de la remise d'un prix musical à un groupe de rappeurs qui clairement appelle à la haine raciale et à l'antisémitisme. Nous n'avons pas ça en France. En tout cas, ce genre de choses ne pourrait pas se produire en France? Je ne sais pas si ce type de prix et son type de prix n'existe pas, en tout cas pas tel qu'il est attribué. C'est un prix automatique qui récompense un nombre de ventes. Absolument. Moi, ce que je tiens à saluer, c'est la réaction des artistes, puisque de très nombreux artistes, y compris français d'ailleurs, ont décidé de remettre cette distinction qu'ils avaient reçue. Et je trouve que c'est une vraie prise de conscience de ce que peut être l'antisémitisme et de ses dangers. Et donc, moi, je tiens à saluer l'ensemble des artistes qui ont fait ce geste salutaire. Vous le disiez, cet antisémitisme, il monte, on le voit monter dans les quartiers. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier sous cet aspect-là du plan Borloo qui est remis aujourd'hui au Premier ministre et qui sera probablement commenté dans quelques semaines par le Président de la République? Aujourd'hui, contre le racisme et l'antisémitisme, on a deux combats à mener. On a un combat intellectuel, idéologique, et c'est vrai que la pétition qui a été publiée dimanche dernier en fait partie, clairement, de ce combat intellectuel. Et puis on a aussi un combat sur le terrain, pas à pas, avec des associations comme la LICRA, SOS Racisme, dans ces quartiers populaires. Et là, on a besoin d'une politique de la ville puissante, armée, qui permette d'investir dans l'éducation et de lutter contre les inégalités sociales et les clivages. Et donc, oui, j'attends beaucoup de ce rapport Borloo qui sera remis au Premier ministre aujourd'hui et on verra quelle suite pourront y être données. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le carburant de la montée de ces extrêmes, un peu dans tous les domaines, que ce soit celui de l'insulte au sens large, du sexisme et bien sûr du racisme, de l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Les réseaux sociaux, c'est le nouveau champ de bataille. Aujourd'hui, la haine, elle n'a pas forcément changé de visage, mais en tout cas, elle a changé de lieu de contestation et de lieu de propagation. Et c'est vrai qu'il y a 50 ans, 60 ans, c'était beaucoup dans les journaux, les quotidiens, que s'insultaient ou qu'on pouvait trouver ces messages antisémites. Aujourd'hui, on les trouve très forts sur les réseaux sociaux. Et donc, le Premier ministre a annoncé le 19 mars dernier, lorsqu'il a lancé le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, son souhait de modifier la loi nationale, qui est la LCEN, la loi dans la confiance dans l'économie numérique, qui remonte à 2004. Et 2004, Facebook avait quelques mois, Twitter n'existait pas, je ne parle même pas de Snapchat. Et probablement donc, en 2004, les tablettes n'existaient pas. Et les tablettes n'existaient pas. Et donc aujourd'hui, on a une loi qui n'est pas à jour, qui n'est pas suffisamment efficace. Et en cela, il faut qu'on prenne exemple encore sur nos amis allemands qui ont voté une loi donc, en juin dernier, qui est applicable depuis octobre, qui pose des contraintes importantes aux plateformes numériques en termes de retrait de contenu illicite et de sanctions. La responsabilité remonte aux plateformes, je pense à Facebook, Twitter, Google probablement aussi. Ce sont eux qui sont responsables de contrôler les flux et la validité de ce qu'ils mettent en ligne. En cas de signalement.
En cas de signalement. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de censure préalable. C'est-à-dire que lorsqu'on signale des choses à ces plateformes-là, aujourd'hui, elles n'ont pas de délai pour les retirer et il n'y a pas de sanctions. Et ça ne fonctionne pas. Il faut dire les choses comme. C'est pas que ça ne fonctionne pas, parce qu'on arrive quand même à faire des choses. On arrive à faire fermer des pages Facebook, je pense à celle d'Alain Soral, par exemple. On arrive à faire bloquer des chaînes YouTube. La chaîne YouTube de M. Rissen, qui était clairement négationniste, on a réussi à la faire bloquer en France. On arrive à faire supprimer des tweets. Combien de temps pour la faire bloquer ? Ça a pris quelques mois. Donc c'est ce que je disais. Donc c'est à peu près inefficace. Non, c'est pas à peu près inefficace parce qu'on arrive quand même à le faire. Donc moi je salue tous ceux qui ont participé à ce combat, notamment les associations. Mais on n'est pas à la hauteur des enjeux, on n'est pas à la hauteur de cette haine qui est sur Internet. Si les faits sont avérés, et je pense que sur ces chaînes-là, c'est assez facile de voir que les faits sont avérés, ça devrait prendre quelques heures. En Allemagne, ça prend combien de temps ? En Allemagne, c'est des retraits de contenu de site sous 48 heures. Et donc c'est pour ça que cet exemple allemand, il est clairement inspirant. Le président de la République l'a dit. Il y a une mission parlementaire qui travaille sur ce sujet. Et donc on a à réarmer notre arsenal législatif sur ce sujet. J'étais avec des responsables allemands il y a quelques semaines. Ils me disaient que ça ne posait pas de problème majeur d'appliquer cette loi. Donc on a des discussions à mener, et y compris au niveau européen, parce qu'après on va avoir des problèmes de concurrence notamment. Et donc on a ce double combat, et au niveau européen et au niveau national, parce que cet aspect sanction relève du niveau national. Est-ce que toutes les plateformes en Allemagne jouent le jeu ? Oui, elles jouent le jeu. Oui, elles jouent le jeu, avec ces sanctions qui doivent être posées sur des plateformes de taille critique, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller forcément poser des contraintes extrêmement fortes sur des petites startups ou des petites PME. Par contre, au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs ou au-delà d'un certain nombre de passages ou de chiffres d'affaires, on doit pouvoir imposer davantage de choses à ces plateformes. C'est tout à fait logique et ça me semble parfaitement démocratique. Vous êtes délégué interministériel, ça veut dire que vous ne dépendez d'aucun ministre, mais du Premier ministre. Absolument. Quels sont vos moyens ? J'ai une équipe de 10 personnes. Qui est la tête de réseau d'un réseau évidemment plus vaste, puisque nous avons des correspondants dans tous les cabinets. Franchement, pour affronter un tel sujet, ou plutôt une telle multiplicité de sujets, c'est un peu court, non ? Oui, mais c'est avec les petites startups qu'on fait parfois les grandes aventures. Et la petite startup d'Ilkra marche très très bien, parce qu'on est à la tête de pont d'un vrai réseau de correspondants ministériels, et on arrive à piloter des choses extrêmement importantes. Et nous étions par exemple avec Gérard Collomb, qui est très engagé sur ces sujets, ministre de l'Intérieur. Nous avons fait signer une convention entre le ministère de l'Intérieur et le Mémorial de la Shoah, la maison d'Isieux, pour former les commissaires, pour former les officiers de gendarmerie à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et donc, moi, je pense qu'il suffit de quelques personnes très motivées pour faire avancer ces sujets. Le ministre de l'Éducation nationale n'est pas partie prenante de vos sujets ? Si, bien sûr, et on a le projet de mettre en place une cellule de réaction rapide pour ne pas laisser les enseignants et les chefs d'établissement seuls face aux difficultés. Et donc cette cellule permettra de faire remontrer les problèmes et d'y apporter des réponses, parfois associatives, parfois des réponses pédagogiques, pour ne pas laisser sans réponse des difficultés du type raciste ou antisémite. C'est un sujet sur lequel le ministre est en général assez mobilisé, et il constate en effet que dans les classes, les événements internationaux ont une résonance particulière. Est-ce que ça aussi, il faut le contrôler ? Oui, il faut le contrôler, puis surtout, il faut le signaler. Il ne faut pas que des professeurs soient, je le redis, seuls. Et on a là encore toute une palette d'outils, des lieux de mémoire, des associations, des chercheurs. Et donc, on peut tout à fait intervenir pour transformer des esprits et rappeler les règles républicaines. Le mot-clé, c'est signalement. Signalement, pédagogie et action. Merci beaucoup. Merci à vous.